Maintenant, des chiffres assez incroyables que viennent de publier les douanes chinoises pour le début de l'année. Ce sont les chiffres qui concernent le mois de janvier et février. En 2 mois en cumulé, les exportations chinoises ont augmenté de 21,8% par rapport au mois de janvier et février 2025. Alors, Donald Trump n'avait pas encore mis en place le Liberation Day à partir du mois d'avril, toutes ces hausses de tarifs douaniers. Mais tout de même, ces chiffres sont très impressionnants. Ils dépassent très largement les prévisions de Bloomberg, qui anticipait, lui, une hausse limitée à 7% environ. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces chiffres ? On va passer un peu en revue les hausses des exportations chinoises par région, sur l'Europe, sur l'ASEAN, mais ça explose à tous les niveaux. Quelle est votre première lecture, Danny Lang, de ces chiffres ? Alors, déjà, comme beaucoup de monde, j'ai été surpris en les voyant. C'est spectaculaire quand même. C'est spectaculaire, mais ensuite j'ai réfléchi. Il faudrait faire la part de ceux qui correspondent, notamment dans le cas de l'ASEAN, au contournement des sanctions américaines. Donc il faudrait regarder comment quelle est l'évolution, et à mon avis c'est facile à vérifier, l'évolution des exportations de l'ASEAN vers les États-Unis. Oui. Bon, pour l'Europe c'est un peu moins le cas. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une partie de ces exportations où la Chine se trouve de nouveaux marchés, et notamment en Europe. Et je ne suis pas très surpris parce que les Chinois sont énormément montés en gamme ces dernières années. Au début, ils ont fabriqué des produits pas chers que les Occidentaux voulaient fabriquer à bas coût. Et puis, ils en ont profité pour copier les brevets. Et comme les Chinois ne sont pas plus bêtes que les autres, et plutôt au contraire, ils ont très bons ingénieurs, ils sont montés en gamme. Et maintenant, sur certains segments, comme le solaire ou la voiture électrique, ils ont de meilleures technologies, ils ont de meilleures 30 à 40% moins cher. Je dirais même des dizaines d'années d'avance sur nous. Donc ça ne me surprend pas. Ça me surprend d'autant moins que le régime chinois, que je ne porte pas dans mon cœur, soyons clairs, mais n'a jamais eu peur de faire des politiques industrielles stratégiques, a toujours privilégié la politique industrielle à la concurrence. Donc là, on voit les résultats, mais c'est aussi les résultats du non-respect des brevets, des copies des brevets. Quand vous ne respectez pas les brevets, c'est beaucoup plus facile d'avancer rapidement technologiquement. Ils en déposent beaucoup aussi des brevets, les Chinois. Oui, mais c'est le double jeu. C'est le double jeu des Chinois. Mais évidemment, le brevet, c'est très bien pour protéger la propriété intellectuelle, mais ça peut être un frein aussi à l'innovation quand la connaissance n'est pas libre. Et les Chinois ont très bien joué sur cette corde. Bon, Stéphanie, les exportations vers les États-Unis ont baissé de 11%, donc on voit que les barrières douanières, quand même, ça fonctionne un peu. Mais en même temps, à l'inverse, les produits américains importés par les Chinois ont reculé de près de 27%. Ça veut dire que quand même, l'un dans l'autre, c'est une balance plutôt perdante au final pour les Américains. Oui, là-dedans c'est perdant, mais j'ai l'impression que moi ce qui m'intéresse le plus c'est comment l'Europe a réagi par rapport à ces... On peut donner les chiffres, pour l'Europe, c'est plus 28% d'importations chinoises sur les 2 premiers mois de l'année, c'est dingue. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai toujours été pour le libre-échange. Je pense que c'est dans l'ADN de l'Union européenne et jusqu'à présent, ça a fonctionné avec cette mondialisation heureuse. Mais aujourd'hui, en fait, il faut quand même ouvrir les yeux. Il faut changer de logiciel. Oui, parce qu'on voit que si on est les seuls à prôner le libre-échange, il faut au moins avoir 2 partenaires qui sont d'accord sur cet état d'esprit. Et on voit en fait que la Chine... est là pour exporter massivement, et notamment ces surplus américains qu'elles ne peuvent pas écouler sur le territoire européen. Et l'Europe, qui est un peu dont le leader en matière de commerce international, c'est l'Allemagne. Je pense... est un peu, tous les deux sont un peu naïfs à croire qu'il faut absolument développer d'autres marchés et que c'est ça la croissance qui est européenne. Alors je rappelle qu'on avait construit l'Union européenne avec l'idée de développer le commerce intra-zone, et c'est ce qui nous sauve. Parce que nos droits de douane aussi, on a des droits de douane vis-à-vis. Là, on a beaucoup de barrières encore. Oui, mais c'est pas. En fait, si on regarde l'ensemble des exportations intrazone, ça représente 68% de nos exportations. En fait, on commerce essentiellement entre nous. C'était le but.
Et si on regarde les États-Unis, si on prend l'ensemble du commerce, c'est que 8%. Donc, il n'y avait pas de surprise quand on voit, on n'est pas véritablement pénalisé, je parle de l'Europe, par ces droits de douane supplémentaires. Alors, bien sûr, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Donc, il faut tirer les leçons. Après, peut-être aller voir d'autres marchés tels que le Mercosur, mais moi, j'en vois déjà les limites. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est contrôler nos importations. En réalité, c'est véritablement ça. On met des normes. Et les entreprises européennes disent, mais on met des normes, mais c'est que pour nous, parce que vous ne savez que nous contrôler, nous. Vous n'êtes pas capable de faire du contrôle aux frontières massif. Oui. Il suffit de voir, en fait, les importations chinoises qui répondent absolument à aucun des critères et qui passent quand même. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça ? Je pense qu'il y a quand même une solution. Parce qu'il y a notre invention magique qui s'appelle l'IA, qui va pouvoir quand même à terme, si on veut véritablement faire du contrôle et repousser de manière réglementaire ces importations qui répondent pas à notre cahier des charges, c'est venir massivement contrôler les produits qui viennent de l'extérieur. Mais quand c'est par centaines de millions tous les jours, tous ces colis, tous ces produits... À l'échelle humaine, c'est pas possible. On voit bien, les douaniers, ça coûte trop cher en réalité, et ça freine le processus. Autant avec cette nouvelle technologie, on peut envisager, mais là aussi c'est un choix politique, c'est des investissements, c'est pour pouvoir contrôler et pouvoir donc limiter, en réalité c'est le but, nos importations chinoises. Jean-Marc Daniel. Alors, si vous voulez, plusieurs remarques. La première remarque, c'est que je parlais de Clémenceau et des moments où on ment. Je pense qu'en Chine aussi, le moment où on ment, c'est quand on publie les statistiques. Oui. Je rappelle quand même... Small lies, big lies and statistics. Voilà. Donc, je rappelle quand même que pour le FMI, chaque fois que l'excédent commercial et l'excédent balance des paiements courants de la Chine est publié, ils essaient de voir où est le déficit en regard. Parce que chaque fois que vous avez un excédent, vous avez un déficit, oui. On est d'accord. On ne tombe pas sur les mêmes chiffres. C'est-à-dire que l'excédent chinois est largement supérieur au déficit des autres. Donc il y a un problème. Et donc, par exemple... Et on est capable de mesurer cet écart ? Ah oui, absolument. Vous avez effectivement l'excédent chinois qui était de 1000 milliards de dollars annoncé par la Chine en 2024 et ramené par le FMI à 560 milliards de dollars. Parce qu'on regarde quasiment divisé par deux. Regarde. Donc, quand même. Il y a quand même... La deuxième remarque que je ferais, c'est que pour l'Europe... Si vous regardez les chiffres européens, dont on peut considérer qu'ils sont plus fiables, je ne dirais pas plus honnêtes, plus fiables, plus élaborés, vous avez un excédent sur le dernier trimestre 2025, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de janvier-février, mais l'Union européenne a dégagé un excédent de 30 milliards d'euros. Sur le plan strictement commercial, sachant que sa balance des paiements courants, elle est encore plus importante parce que l'Union européenne étant un pays vieux, comme elle a dégagé de l'épargne, contrairement à ce que les gens nous disent ici, ça a été une bonne chose et cette épargne a été investie à l'étranger et donc elle récupère énormément de revenus de son épargne placée à l'étranger. Donc sur le plan commercial, l'Europe est encore avec un excédent commercial de 30 milliards par trimestre et si on compare ce que c'était au dernier trimestre de 2025 par rapport au dernier trimestre de 2024, la situation s'est encore améliorée. C'est-à-dire que l'Europe... Donc on exporte la balance commerciale. L'Europe est une puissance commerciale qui s'ignore et en tout cas qu'on ignore, qui ne s'ignore pas, mais qu'on ignore et qu'on ne réalise pas en France, vu la situation de notre commerce extérieur à nous Français. Qui s'améliore aussi, on a les chiffres qui sont tombés ce matin pour janvier, le déficit commercial s'est réduit à 3,1 milliards. Alors que l'Europe, elle parle d'excédent. Nous, le déficit La troisième remarque que je ferais, c'est que ce qui est, je trouve intéressant, c'est aussi un certain nombre de travaux qui sont faits sur l'évolution quand même des termes de l'échange de la Chine. C'est-à-dire que vous avez une appréciation du yuan qui a comme conséquence qu'effectivement, ces termes de l'échange s'améliore. C'est-à-dire que ces importations lui coûtent moins cher. D'ailleurs, à un moment donné, elle disait qu'il y avait un problème de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix, et que ces exportations lui rapportent plus parce qu'il y a une sorte d'élasticité assez faible finalement aux produits chinois. On achète des produits chinois, ils étaient tellement à bas prix que le fait qu'ils montent, on continue à être intéressé par les produits chinois, mais ça rapporte plus sans avoir une efficacité réelle. C'est-à-dire qu'il y a un effet terme de l'échange, et là aussi vous regardez ce que disaient les autorités de Pékin, la réunion qui vient d'avoir lieu où ils annonçaient un taux de croissance qui serait en dessous de 5%, leur inquiétude c'est comment mieux utiliser le taux de change. Avec un débat, est-ce qu'il faut en profiter pour avoir du pouvoir d'achat de notre épargne, ou est-ce qu'il faut en profiter pour essayer de baisser le taux de change pour essayer de continuer à accumuler les excédents extérieurs et faire de la croissance. Enfin, la toute dernière remarque que je ferai sur tout ça, c'est que la réponse... Vous n'avez toujours pas dit s'il fallait du protectionnisme. Voilà, la réponse, c'est la dernière remarque, c'est que je rappellerai là aussi à l'époque de Clémenceau, donc, qui est décidément un grand homme, la grande formule, c'était l'ouvrier à 5 sous détruira l'ouvrier à 5 francs. L'ouvrier à 5 sous, c'était déjà l'ouvrier chinois, et l'ouvrier à 5 francs, c'était l'ouvrier français qui réclamait
5 francs par jour, une thune par jour. Et donc la réponse, c'était de dire il faut faire du protectionnisme. Oui. C'est-à-dire qu'on a failli couler l'économie française en faisant du protectionnisme pour se protéger contre l'ouvrier à 5 sous. Et donc je pense que le Chinois moyen rapporte en France, en pouvoir d'achat, entre 1 200 et 1 500 euros par an à chaque ménage français, du fait que le libre-échange permet effectivement de faire baisser les prix. Le libre-échange, c'est 1 000 à 1 500 euros de pouvoir d'achat par ménage en France. Oui, mais en France. fait, donc, un ménage, c'est pas que un consommateur, c'est aussi, ce sont aussi des salariés. En fait, on ne peut pas uniquement regarder qu'un seul. Oui, j'entends bien. Mais l'ouvrier à 5 sous, effectivement, détruira l'ouvrier à 5 francs. Mais l'ouvrier à 5 francs, il va chercher des marchés. On a parlé du Mercosur. Tout le monde est en train de défiler en Inde. La présidente de la Commission était en Inde il y a 15 jours. Le chancelier Merz était en Inde il y a 3 semaines. Il y a une potentialité de croissance dans un certain nombre de pays émergents vers lesquels il faut aller se tourner. C'est pas par le protectionnisme, mais par l'association, par le dynamisme et le libre-échange à la croissance qui est en train de se préparer. Et donc Mumbai, Stéphanie Villers, puis Dany Lang. Le Mercosur, l'Inde, c'est pareil. Les entreprises allemandes veulent avoir des débouchés nouveaux. Le Mercosur, très bien, mais ils sont directement concurrencés par les entreprises chinoises sur place. On n'est pas compétitif. En réalité, c'est pas tant aller chercher de nouveaux marchés, c'est d'abord voir nos vrais problèmes, c'est comment se rendre compétitif. Le modèle passé. C'est pas en étant protectionniste qu'on va. C'est pas en étant protectionniste qu'on aura des débouchés en Inde. L'Allemagne a véritablement fonctionné sur les 10 dernières années sur son moteur exportateur parce qu'elle était leader dans ces domaines. Elle savait à rajouter véritablement la valeur ajoutée, ce que fait très bien aujourd'hui la Chine, à des prix moins élevés. Donc, on peut toujours essayer de reproduire les modèles d'antan en disant on va vite chercher d'autres marchés parce que ça va être d'autres solutions. Or, la réalité, compte tenu de la montée en gamme de la Chine, elle est totalement différente aujourd'hui. Mais on peut faire les deux, non ? En même temps, me semble-t-il, travailler à la compétitivité et chercher de nouveaux marchés, Dany Lang. Alors, déjà, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Les Chinois sont tellement montés en gamme qu'on ne peut pas être compétitif aujourd'hui, notamment sur la voiture électrique ou le solaire. Donc c'est des marchés qu'on abandonne, ça. Et par ailleurs, j'aimerais... Il y a 13 millions de salariés dans l'industrie automobile européenne. J'aimerais rappeler aussi... Et Volkswagen vient d'annoncer 50 000 suppressions d'emplois d'ici 2030. Alors, je vais être très clair, je ne l'ai jamais caché. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt favorable au protectionnisme au service de politiques industrielles. C'est comme ça qu'on a développé toutes les économies développées, à commencer par les États-Unis. C'est la doctrine d'Abraham Lincoln. Donc, et c'est ça qui a fait la guerre de sécession contre le Sud, qui voulait le libre-échange. Bon, en tout cas, sur ce que vous disiez, le gros problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à dire à nos producteurs respecter les normes environnementales, respecter les normes sociales, etc., respecter les normes d'hygiène, respecter les normes de sécurité, et puis continuer d'importer massivement des produits qui ne respectent rien, et notamment les normes environnementales, etc. Par ailleurs, on a quand même un petit problème écologique avec l'espèce humaine qui risque de disparaître. Donc, tous ces marchandises qui transitent, c'est de la pollution, etc. Et pour un certain nombre de produits, il va falloir, et notamment tout ce qui est alimentaire, favoriser la production locale. Donc, moi, je préfère le protectionnisme quand les autres ne jouent pas selon les mêmes règles, parce que les Chinois ne respectent quasiment aucune de nos normes, y compris de sécurité pour les jouets, etc. Il y a des travaux qui sont très clairs là-dessus. Le libre-échange se fait normalement sur du level playing field, c'est-à-dire une égalité des conditions de concurrence. Le libre-échange, on le fait quand on a mis en place les conditions qui fait qu'on a de la compétitivité internationale. Et notamment, prenez la Corée, pas la Corée du Nord, mais la Corée du Sud, qui a développé ses industries avec des restrictions de mouvement de capitaux, avec une politique industrielle et avec des barrières douanières incroyables. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Samsung est devenu un géant, notamment. Donc, il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Il y a la question des normes, sociales, environnementales, etc., que les Chinois ne respectent pas. 2, il y a la question des kilomètres qui sont parcourus. À un moment, il va falloir réduire. On ne peut plus avoir des yaourts qui font 300 000 bornes avant d'arriver dans nos assiettes. Et 3, il ne faut pas être naïf, le libre-échange, ça marche quand on a fait des politiques industrielles qui nous permettent d'être compétitifs, ce qui est très exactement ce que les Chinois ont fait ces dernières années.
Bon. Alors je rappelle quand même que l'Union européenne dégage des excédents extérieurs, donc on est compétitif. Oui. Dire que l'Europe n'est pas compétitive, qu'il faut réindustrialiser, on dégage des excédents extérieurs. On a 30 milliards d'excédents commerciaux au dernier trimestre 2025, donc on est compétitif. Alors évidemment, on peut essayer de dire oui, mais il faudrait qu'il y ait les mêmes conditions ailleurs qu'en Europe. Mais je rappelle quand même que 95% des salariés du monde gagnent moins que le SMIC français. Donc, il y a 95% des gens qui sont effectivement en concurrence déloyale. Est-ce que la réponse, c'est de baisser le pouvoir d'achat des Français? Parce que faire du libre-échange, c'est donner du pouvoir d'achat. Faire du protectionnisme, c'est baisser le pouvoir d'achat des Français. Quant aux normes environnementales, écoutez, si on porte les prix de l'essence à 2 €, ben on aura déjà fait une partie du trajet. C'est aussi de ce côté-là qu'il faut regarder.